Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info Bénin. Le 10 novembre 2024, l'opposition a marqué un tournant historique avec la création du cadre de concertation de l'opposition. Cette initiative qui réunit les principaux leaders de la contestation vise à former un front commun en vue de la présidentielle de 2026. Comment justement l'opposition béninoise s'organise-t-elle face aux partis au pouvoir dans un contexte électoral présenté comme étant rigide? On en parle avec vous, Noureddine Diallo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte Guézéré. Directeur général d'Afrique-KD, vous observez la scène politique béninoise et à un mois de la prochaine élection présidentielle au Bénin, l'opposition semble être partagée, on dirait, entre espoir et inquiétude. Qu'est-ce qui explique ce sentiment? C'est plutôt à un an et non à un mois. À un an, mais je pense que ce qu'il faut observer, c'est que l'opposition politique béninoise est en train de jouer à la méfiance et à la prudence politique. Et c'est tout à fait justifié au regard de certains événements passés. Vous savez qu'en 2021, l'opposition béninoise a déjà participé à une élection où, à la dernière minute, certaines de ces candidatures ont été invalidées et donc ils ont été obligés de reconstituer des dossiers et de changer. Donc c'est tout à fait normal qu'en ce moment, qu'on peut déjà interpréter comme un moment de pré-campagne électorale, l'opposition prenne du temps pour mieux faire les choses, mieux ficeler les dossiers, mieux négocier les alliances et s'organiser correctement afin que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de faille dans ces dossiers. Donc c'est tout à fait normal qu'en ces moments, que l'opposition soit plus concentrée et focus sur ces aspects-là donc, de la pré-campagne électorale. On peut lire dans les journaux locaux un climat qualifié de rigide. Pourquoi ce qualificatif? Oui, climat qualifié de rigide parce que jusque-là, vous savez que l'opposition a toujours formulé un certain nombre de demandes, telles que par exemple la revue donc, des tests et que l'opposition dénonce un certain nombre de choses. Par exemple, le recul de la démocratie selon l'opposition, des droits de l'homme selon l'opposition, les prisonniers politiques, que l'opposition ne cesse de demander la libération. Il y a aussi les exilés politiques dont l'opposition ne rate aucune occasion justement pour exiger leur retour. Et l'opposition politique béninoise a toujours demandé aussi des assises et une concertation nationale pour mettre à plat toutes les divergences. Mais je pense que au-delà de tout ça, l'opposition continue quand même à travailler au cas où ces revendications ne seraient pas prises en compte par le gouvernement. Plusieurs revendications discutées justement au sein du cadre de concertation mise en place par l'opposition. Quelles sont les avancées quelques mois plus tard? Non, le cadre de concertation politique de l'opposition a quand même généré quelques résultats. Vous savez que c'est ce cadre qui a porté, par exemple, la revendication sur l'audit du fichier électoral. Et je pense qu'aujourd'hui, le cadre a eu gain de cause puisque le président Talon a accepté. Il y a un comité qui est mis en place déjà et constitué pas d'hommes politiques, mais de société civile. Qui est en train de travailler sur le dossier et je pense que le gouvernement a accepté donc le modèle de recrutement des experts qui doivent auditer, le cabinet qui est chargé d'auditer et aussi le règlement de la facture. Donc je pense que ça c'est un résultat qu'a généré ce cadre de concertation, même si il y a encore beaucoup de revendications portées par le même cadre qui ne sont pas encore satisfaites. Il faut le rappeler, cette plateforme réunit des figures connues de la scène politique béninoise telles qu'Expérience TB, Apollinaire Avognon, Antoine Guédou, Vicetogbe ou encore Eric Hondete. Mais au-delà des revendications, pourquoi est-ce qu'il était important pour l'opposition de se réunir de sitôt? Oui, l'opposition politique béninoise évite toujours de tomber dans les mêmes erreurs qui sont souvent reprochées en Afrique aux oppositions. Et je pense que les partis politiques de l'opposition au Bénin ont compris que c'est ensemble qu'ils peuvent porter des revendications. Et à l'image donc de ce premier résultat qui a été généré sur l'audit du fichier électoral par exemple. Et puis bon, si l'opposition politique ne se met pas ensemble aujourd'hui au Bénin face à la machine terrible que constitue quand même
le camp présidentiel, alors l'opposition est vouée complètement à l'échec. Et donc, leurs actions ne seront plus visibles sur le terrain. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à rester ensemble pour parler d'une voix. Ils ont tout intérêt à s'organiser de façon concertée, à harmoniser les points de vue. Ils ont tout intérêt à rester plus ensemble pour être plus efficaces et plus impactants. Donc je pense quand même que ce cadre-là arrive quand même à prendre en compte ces aspects. Et surtout, vous savez que l'opposition est guettée par le phénomène du débauchage, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont que 28 députés. Et c'est trop juste parce c'est exactement la quantité ou le nombre de députés qu'il faut pour présenter donc un candidat à l'élection présidentielle. Et donc c'est important de se voir, de parler, de rester ensemble pour éviter donc cet esprit de débauchage qui peut surgir de partout et à tout moment. Et parmi les reproches vis-à-vis des oppositions en Afrique, vous en parliez tantôt, souvent on reproche à l'opposition de surgir que pendant ou à l'approche des élections, et c'est le cas notamment au Bénin. Surgit à l'approche des élections et surtout aller en rang dispersé pour fragmenter l'électorat et le scrutin. Donc je pense qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'au Bénin, cette réalité est comprise et prise en compte et gérée par justement ce cadre de concertation. Et parmi les préoccupations, l'opposition parle souvent de dérives autoritaires. Du camp en face, qu'est-ce qui explique cela? Bon, quand l'opposition parle de dérives autoritaires au Bénin, je pense qu'elle fait plus allusion à ces réunions sur le terrain qui sont régulièrement interdites, pendant que de l'autre côté, il y a les partis de la mouvance qui arrivent quand même librement à s'organiser, à rencontrer les militants. Alors qu'au niveau de l'opposition, on a vu quand même que beaucoup de réunions qui ont été quand même autorisées se sont vues interdites. Je crois que l'opposition fait allusion également à la quantité aujourd'hui de personnalités politiques qui sont détenues en prison. Rappelez-vous de Joël Aïvo, cet éminent professeur qui croupit encore pour, entre guillemets, terrorisme. Rappelez-vous de Rikiat Madougou. Je pense que l'opposition fait aussi allusion à certaines méthodes qui sont employées aujourd'hui par le pouvoir en place au Bénin, surtout dans les interpellations. Des gens peuvent être simplement interpellés aujourd'hui en plein culte, dans des églises ou dans des mosquées ou dans des restaurants, etc., etc. Et donc, on ne voit pas souvent des marques d'un État organisé dans, par exemple, les méthodes qui sont employées dans les interpellations. C'est des méthodes qui ressemblent beaucoup plus à des méthodes, malheureusement, on doit le dire, de Gestapo. Ou quand vous voyez, par exemple, qu'il y a des groupes qui peuvent aller commettre des rapts, y compris dans des terrains dans des pays étrangers, pour les redonner ensuite à une cour régulièrement constituée de l'État. Donc vous voyez, quand vous voyez ces genres de choses, des rapts carrément, bien, écoutez, je pense que c'est justement par rapport à tous ces aspects que que l'opposition politique parle de comment appelle-t-on, on parle aujourd'hui de dérive autoritaire. Et les Béninois, vous savez qu'après la conférence nationale des forces vives de la nation, après avoir amorcé le renouveau démocratique, vous savez très bien que les anciens chefs d'État au Bénin sont des gens très respectables. Mais n'oubliez pas que c'est sous le régime Talon qu'on a vu un chef d'État maintenu en résidence surveillée, notamment Dr Thomas Boniaï, ceci pendant de longues semaines. Donc tout ça, ce sont des méthodes qui ont ressurgi et qui font penser à beaucoup d'observateurs, effectivement, qui parlent évidemment de dérives autoritaires. Mais les relations aujourd'hui entre le président en exercice et ses prédécesseurs se sont beaucoup améliorées. Oui, heureusement, et ça c'est une bonne nouvelle, il faut le noter. Heureusement que les relations se sont ressoudées. On a vu même récemment une tournée, disons un déplacement donc de médiateurs de la République chez un certain nombre de personnalités, y compris le président Soglo, je crois, le président Yahi Boni également, et aussi d'autres caciques, donc d'autres ténors politiques. Donc je pense quand même que ça aussi, heureusement que ces signaux sont positifs. L'opposition béninoise également déplore un recul de la démocratie. Comment est-ce que cela s'explique dans un pays tel que le Bénin? Non, évidemment, quand vous observez le Bénin depuis l'étranger,
et même à l'intérieur du Bénin, hein, vous êtes fasciné quand même par le travail qui a été fait par le président Talon. La réforme de l'administration, la lutte contre la corruption dans les administrations. Avant, pour avoir ne serait-ce qu'un passeport ou une carte d'identité, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, tout ça, ça peut se faire en ligne directement. En un seul clic, vous avez déjà pris rendez-vous pour aller vous faire établir un passeport. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui au Bénin de prier, et de jeûner pour avoir un passeport au Bénin. Et donc, vraiment, il y a eu des avancées sur ce plan-là. Et puis, il y a un autre aspect dont il faut parler, c'est la lutte contre la cybercriminalité. Parce qu'avant l'arrivée du président Talon, et la cybercriminalité avait pris des ampleurs, des propensions vraiment inquiétantes au Bénin. Et donc, le président Talon a travaillé sur ces aspects sans oublier l'amorce du développement industriel du Bénin. Et les infrastructures routières, sanitaires, la réforme donc, dans les écoles et tout. Donc, vraiment, le président Talon a fait un travail de génie. Mais paradoxalement, les réformes qui ont été opérées sur le code électoral laisse quand même à désirer parce que à ce niveau, on ne sent pas du tout une avancée. Vous savez par exemple qu'au Bénin, depuis donc la conférence des forces vives de la nation, au Bénin, les candidats qui ont gagné les élections à travers même si on commence par le retour du président du feu général Mathieu Kérékou, c'est des candidats qui sont toujours venus en indépendant, qui n'avaient pas à la base un parti politique. Et c'est quand ils prennent le pouvoir qu'ils essayent de faire un parti politique. Or, même le président Talon lui-même est venu de cette façon, il n'avait pas de parti politique. Donc, c'était le système de la candidature indépendante. Et je pense que le système de la candidature indépendante au Bénin n'est pas une mauvaise chose. C'est un génie que les Béninois ont inventé, qu'il aurait fallu canaliser et promouvoir tout en donnant plus d'importance et en encourageant le militantisme politique. Vous estimez que ce n'est plus aujourd'hui une option première envisageable pour, pas du tout, pour les prétendants Pas du tout, parce que le code électoral a instauré aujourd'hui le système de parrainage, le système des pourcentages et aussi, surtout, le système de parrainage. Aujourd'hui, au Bénin, vous ne pouvez pas être candidat si... même si vous avez des élus qui vous parrainent, il faut forcément la caution d'un chef de parti politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette réforme a renforcé le pouvoir des chefs de partis politiques, mais en même temps, ça a cloisonné l'expression populaire de l'indépendance des candidatures. Aujourd'hui, même si vous militez dans un parti politique au Bénin, vous ne pouvez pas être candidat, vous ne pouvez pas vous débattre, être candidat et aller aux primaires s'il le faut, et sortir la tête haute et être présenté comme candidat au ministre. Donc ce n'est plus possible aujourd'hui, il faut forcément la caution d'un chef de parti politique. Donc tout ça, analysé, constitue plutôt, selon bon nombre d'observateurs, comme un recul plutôt que d'une avancée démocratique. Je pense que sur cet aspect, beaucoup voient donc ces réformes, surtout celles du code électoral, comme carrément un recul de la démocratie. Et dans ce contexte, tout de même, dernièrement, sur la scène politique béninoise, on a pu voir naître de nouveaux partis politiques, dont le libéral de Richard Boni-Ourou. Oui, justement, comment cela est-il perçu alors? Ben, écoutez, c'est aussi l'expression du pluralisme, c'est-à-dire qu'un nouveau parti est né. Mais ce dont les Béninois ont surtout besoin en ce moment, c'est les Béninois sont, pour l'instant, ils sont en train de scruter le ciel politique pour voir quelles seront les candidatures éventuellement. Mais là, et au lieu de candidature, on assiste plutôt à la création d'un parti. Et le parti, le libéral, se positionne comme un parti du centre, c'est-à-dire qui n'est pas inscrit ni à gauche ni à droite. Et donc, c'est un parti qui peut basculer partout. Mais déjà, il y a certains tenants de l'opposition qui pensent que c'est encore un parti qui est autorisé à prendre fonction juste et que cela constitue des manœuvres pour encore, évidemment, plonger l'opposition et l'éloigner donc de son objectif. Quelles sont les attentes des Béninois de leur futur leader, notamment? On est bien loin, on est à moins d'un an des élections, mais à vous entendre, on peut comprendre que les Béninois sont quand même très regardants. Vous parliez tantôt des profils des candidats à venir. Quelles sont les attentes et quelles sont les exigences que doivent honorer les prochains leaders qui vont émerger des différents scrutins, notamment la présidentielle? Oui, les Béninois ont surtout besoin d'un candidat, d'un président
qui va maintenir le même rythme de travail, qui va maintenir le même rythme de lutte contre la corruption, des réformes, qui va maintenir le même rythme d'engagement et d'investissement, mais en même temps qui va essayer de travailler à rassembler, à rapprocher les Béninois. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a... C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Et rassembler les Béninois et remettre le pays en confiance par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux principes démocratiques, et aussi travailler efficacement sur la lutte contre l'insécurité et aussi le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Béninois recherchent surtout, c'est un président, évidemment un président fort, qui travaille beaucoup pour la démocratie et le développement, mais qui a également de bons rapports avec le voisinage pour faciliter justement une coordination des actions avec les voisins par rapport justement à ce phénomène du terrorisme qui, rappelons-le, ces derniers temps a pris beaucoup d'ampleur dans le pays. La question sécuritaire justement alimente beaucoup les débats au regard des événements récents, notamment dans les attaques sécuritaires qui se sont multipliées dans le nord du pays, au Point Trip ou encore au Parc W. La question sécuritaire reste donc aussi un enjeu majeur à l'approche de ces élections. Oui, absolument. Absolument, la question, parce qu'aujourd'hui, aucun développement ne peut se faire dans l'insécurité. Nous avons besoin de pays sécurisés, de pays apaisés, pour pouvoir tranquillement vaquer à nos préoccupations, pour pouvoir tranquillement travailler au développement. Donc, la sécurité restera au cœur des débats, certainement, dans les campagnes à venir au Bénin. Et en tant qu'observateur de la vie politique béninoise et d'ailleurs en Afrique, vous déplorez l'absence d'une collaboration franche entre le pays et les voisins. Absolument, il faudrait qu'on mette l'accent sur la... C'est une situation qui reste inchangée d'après vous? Non, jusqu'à présent, il n'y a pas eu un rapprochement entre le Bénin et le gouvernement béninois et le gouvernement nigérien, par exemple. Entre le gouvernement béninois... Et par ricochet, le Sahel. Et par ricochet le Sahel, l'AES. Donc évidemment qu'il faut travailler à ça. Et pour ça, je pense que le Bénin et ses voisins immédiats, le Burkina et le Niger, d'ailleurs même la frontière avec le Niger est restée fermée jusqu'à présent. Je pense que c'est une question qui, à mon avis, sur laquelle ces trois pays se sont butés et qui apparemment n'ont pas de solution. Il serait bien que des instances comme l'Union africaine s'approprie ce dossier et tente un rapprochement, voir là où des points de vue peuvent être harmonisés pour faciliter la reprise du dialogue entre ces pays. Mais je pense que pour l'instant, ce que le Bénin est en train de faire est aussi une très bonne chose, puisque face à ça, qu'est-ce que le Bénin a fait? Le Bénin a privilégié le renseignement de proximité. Le renseignement de proximité et le renseignement physique, c'est aussi un pilier important de la lutte contre le terrorisme. Parce que vous savez, le renseignement aérien, le renseignement, si vous voulez, le renseignement militaire en tant que tel, c'est vrai, ça se fait souvent avec des appareils et tout. Mais un appareil peut voir un groupe d'individus, un drone peut voir un groupe d'individus qui se déplacent sans pour autant avoir des précisions sur ce que c'est. Sur leur identité. Sur leur identité réelle. Alors que le renseignement de proximité et physique, c'est un renseignement très efficace parce que là, c'est quelqu'un qui vient vous dire directement, écoutez, il y a un nouveau venu dans mon village, il y a un nouveau venu, quelqu'un qui a dormi dans notre maison qu'on ne connaît pas. Ah non, mais écoutez, moi j'ai des frères, j'ai des parents qui ont commencé à planifier quelque chose, c'est des gens qu'on connaît. Et c'est pour ça que la méthode du Bénin, qui consiste à parler avec les communautés parmi lesquelles les terroristes recrutent le plus, la communauté Peul par exemple, et le Bénin est en train de discuter avec ces communautés pour accroître leur participation au renseignement, pour accroître leur participation au développement. Et je pense que ça aussi, c'est une très bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller vers le renseignement avec il faut aller vers une synergie d'action avec les pays voisins, c'est important. Justement, parlant des pays voisins, vous le disiez tantôt, les frontières entre le Bénin et le Niger
sont restés fermés à ce jour. Direz-vous que c'est aussi un échec de la médiation entreprise par les anciens présidents Boni et Soglo? Mais les présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont eu quand même, il faut les féliciter, parce que dans une maison, quand ça ne va pas, les sages de la maison doivent prendre des initiatives, c'est ce qu'ils ont fait. Mais jusque-là, ça n'a pas porté, et je pense que les uns et les autres doivent continuer à s'engager et à travailler de manière cruciale pour le règlement de cette crise. Pour l'instant, cette médiation des anciens présidents béninois n'a pas porté de fruits. Pour l'instant, c'est le point mort, il n'y a pas eu d'avancée. La situation, elle, par contre, reste préoccupante dans la zone triple. Comment, concrètement, est-ce que la question sécuritaire influence les débats politiques au Bénin? Ah oui, tout le monde, chaque camp, dans son agenda, dans ses offres politiques, est obligé de discuter de cette question et de proposer des choses. Et l'une des propositions aujourd'hui, c'est qu'il y ait donc des candidats qui proposent une bonne collaboration avec les pays voisins, des candidats qui rassurent aussi et à la fois les Béninois et à la fois le voisinage, pour que l'atmosphère soit décrispée et que les questions tabous qui sont restées tabous, qui n'ont pas été débattues en matière sécuritaire avec les voisins, justement, puissent trouver une bonne résolution. Qui passera peut-être forcément par la restauration de bonnes relations diplomatiques entre les deux pays. Absolument, c'est l'objectif. Et sur la scène politique toujours, puisque nous parlons de la politique béninoise, cette rencontre qui a également fait couler beaucoup d'encre, celle entre Yayi Boni et Adrien Humbedi. Justement, pourquoi est-ce que cela a autant attiré les attentions? Oui, les sorties répétées de maître Adrien Humbedi, parce qu'il faut le dire quand même, Adrien Humbedi, si vous voulez, c'est quand même une figure très importante de la scène politique béninoise. Il a été 3 fois président de l'Assemblée nationale et toutes les fois, il a gardé une position de faiseur de roi. Et puis aujourd'hui, il reste influent dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Donc c'est quelqu'un qui, il ne s'agit pas d'une figure politique en voie de disparition du tout. Donc c'est quelqu'un qui compte encore dans ce qui va se passer et qui, dans les élections qui vont venir certainement prochainement. Et je pense que comme c'était un allié du président Talon, le premier quinquennat et une bonne partie du deuxième quinquennat, c'est quelqu'un qui a fusionné son parti avec un des partis qui soutiennent le président Talon. Donc je pense qu'aujourd'hui que Maître Adrien Humbedi puisse régulièrement dénoncer des dérives autoritaires, réclamer publiquement et à plusieurs reprises le retour des exilés ainsi que la libération des détenus politiques et tout, et qu'il voit régulièrement le président Boni Yayi, qui est quand même la figure emblématique aujourd'hui de l'opposition. On se pose la question, est-ce que... Mais voilà, justement, c'est un message. D'abord, le message, c'est que d'abord... Est-ce qu'il faut s'attendre à une coalition entre les deux hommes? Oui, bien sûr, c'est déjà une alliance qui est en train de se former là-bas. C'est déjà un premier vide qui est en train d'être fait autour du président Talon, parce que c'est quand même un de ses alliés importants et qui ne se cache plus désormais d'aller vers les opposants, de discuter et de parler de leur avenir politique. Donc, sur le plan du message, le message est très bien passé. Maintenant, qu'est-ce qui constitue le fond de cette rencontre, de ces rencontres répétitives avec le président Boni Yayi? Certainement qu'il s'agit de discussions et de stratégie politique, parce que apparemment aujourd'hui, c'est des personnalités politiques qui ont compris que face à la machine Talon, il faut s'organiser et s'organiser correctement. Donc, mais c'est des personnalités politiques qui se voient pour élaborer des stratégies politiques. Quelle est leur stratégie politique et comment cela pourrait être efficace? On attend de voir. Donc, au sein de l'opposition béninoise, les coalitions, c'est une approche qui peut-être s'impose? Oui, absolument, parce que déjà, comme on l'a dit tantôt, le parti Les Démocrates, le principal parti de l'opposition, est très fragile avec ses 28 députés. Et donc, le parti ne peut donc pas avoir au-delà n'a pas techniquement au-delà de 28, ce qui est vraiment très juste. Et donc, il faut se sécuriser, il faut chercher des alliances, parce qu'il aurait suffi aujourd'hui, tout simplement,
qu'un des députés, un des 28 soit débauché et puis le rêve démocrate pour présenter un candidat à l'élection présidentielle est tombé à l'eau. Donc je pense que les démocrates ont conscience du danger qui les guette et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de s'organiser comme ils peuvent, essayer de voir qu'est-ce qui peut, comment ils peuvent eux aussi. Parce que s'ils sont guettés, autant les démocrates sont guettés par le phénomène de débauchage, autant eux aussi, ils ont quand même la possibilité de débaucher des alliés dans le camp présidentiel pour renforcer leurs alliances, pour mieux faire face au camp présidentiel. Et que pensent les Béninois de ce rapprochement naissant entre les deux hommes? Oui, ce rapprochement naissant est salué diversement. D'aucuns pensent que c'est une bonne solution. Et d'autres accusent Maître Adrien Houmbédi d'avoir été quand même un partenaire dans les réformes qui sont en cours et que ce n'est pas trop tôt, qu'il aurait pu dénoncer tout ça bien avant. Mais je pense que la période, elle est bien choisie parce que là, le deuxième quinquennat du président Talon est en train d'aller vers sa fin. C'est généralement des périodes vulnérables pour un chef d'État qui est en train de finir. Et donc, c'est en ce moment aussi que ceux qui ne sont pas à l'aise dans le camp présidentiel commencent aussi à faire le vide. Donc, je pense qu'on a encore jusqu'à octobre pour que les candidatures soient officiellement déclarées et connues. Mais entre avril et octobre, il faut se passer beaucoup de choses. Donc, dans le landerneau politique béninois. Donc, on attend d'observer. Et quels peut être les avantages pour l'opposition d'avoir ou sinon de décrocher un allié tel que Maître Adrien Houmbédi? Absolument, c'est un avantage important. C'est un avantage important parce que là, c'est un allié qui vient. Et c'est quelqu'un qui était proche du président qui vient. Et qui vient certainement avec des informations, qui vient peut-être avec aussi son expérience et son poids, et qu'il a aussi un certain nombre de députés. Donc tout ça, c'est quand même, on ne peut pas le nier, quoi qu'on dise, ça vient fragiliser d'une certaine manière le camp présidentiel, le camp de la mouvance qui pour l'instant continue d'afficher tout de même une solidité face à l'adversité. Mais le départ de ce rapprochement de Maître Adrien Houmbédi ne peut pas ne pas quand même secouer un peu le camp présidentiel. Donc l'avantage, il est quand même certain pour les démocrates et surtout pour l'opposition qui a besoin de plus de soutien, qui a besoin de plus de ralliement. Donc direz-vous que l'opposition béninoise aujourd'hui tente le tout pour mettre les chances de son côté en vue de remporter la présidentielle de 2026? Non, mais je pense que l'opposition politique est là aussi pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Et ils en ont les ressources humaines que requiert ce genre de projet. Bon, maintenant, tout va se passer dans la manière dont, évidemment, ils arrivent à capitaliser d'abord leurs 28 députés, parce que le parti, les démocrates n'auront pas de parrainage municipaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aux dernières élections municipales et communales. Donc là, tout ce qu'ils ont, c'est leurs 28 députés et c'est évidemment trop juste. Donc, ils ne peuvent pas ne pas rechercher du soutien, ils ne peuvent pas ne pas rechercher des alliances, ils ne peuvent pas ne pas rechercher des débauchages aussi. C'est eux qui ont le plus besoin de débaucher. Merci d'être passé sur ce plateau dont l'invité nous Didier. Alors, je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êt le directeur général d'Africadev. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.